pourquoi de l'Atlas traditionnel, du titan qui soulevait les cieux, on est arrivé à l'autre titan qui soulevait la terre. Et comment c'est possible de soulever la terre tout en étant sur la terre nous-mêmes? Et c'est cette question-là que je me suis posée. J'ai essayé de comprendre pourquoi tout ça, ça s'appelle, ils ont appelé ça Atlas. Pourquoi Atlas? Évidemment, comme Jean-Marc a montré tout à l'heure, le recueil factice, les tables modernes de géographie, c'était assez descriptif, comme parler du contenu directement. Tellus parlait du théâtre, il s'est servi d'une référence au système mnémonique et à la représentation ordonnée des informations, à la représentation, c'est non pas aux choses véritables, mais à leurs images. De même que son copiste, plutôt, je ne sais pas copiste, son concurrent, mettons, Desyodes, qui a parlé de miroir. Des miroirs non, c'est pas ça. Je n'ai plus mon PowerPoint, moi. Voilà. Ici. Voilà. Alors, c'est ça la question. Alors, je vais commencer par Mercator, qui est celui qui a fabriqué le terme. Et on voit que son atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura, Atlas, ou méditation cosmographique sur la fabrique du monde et la fabrication de sa figure, de son image. C'est un géant assez en pleine forme, on aurait dit aujourd'hui, qui tient dans ses mains le globe céleste et à ses pieds est posé le globe terrestre. Alors on n'est pas très loin du titan antique, de celui qui portait les cieux. Il ne les porte pas, il les étudie. Alors c'est déjà la méditation cosmographique. Méditation cosmographique dans ce sens, c'est une méditation sur la fabrique du monde, n'est-ce pas? Alors pour cette question que notre jeune collègue a posée tout à l'heure, s'il était protestant ou s'il était catholique, il a passé 6 mois en prison parce qu'il était accusé de magie. Alors là, on est dans un domaine dans une irrégularité plus grave. Il médite sur la fabrication du monde. Et son atlas fait ça. Alors, j'ai essayé d'analyser un peu plus. Et sa préface sur l'atlas, je ne peux pas vous lire tout ça, mais sa préface, c'est une histoire de l'Atlas, comme au roi de Mauritanie, et là aussi de la version française du XVIIe siècle, mais c'est exactement la même chose que le texte latin. Le roi de Mauritanie est né de race royale, eu pour son père terrien. Alors toute l'histoire de l'Atlas en mettant l'accent sur ses ancêtres titans qui étaient versés en astronomie, en astrologie, en sciences célestes, en sciences sphériques. Vous voyez, tous ces ancêtres, c'était des gens versés dans ces sciences considérées aujourd'hui, et même au XVIe siècle, peut-être comme occultes. Il parle de toute cette race de l'Atlas et la dispersion de cette généalogie sur Terre, les descendants de ces Atlas qui ont été rois d'Ibérie, rois d'Italie, rois d'Étrurie, tuteurs du Janus, vous voyez. Et après, il finit en disant « Je me suis, attendez, il faut que je le trouve, voilà, ici, je me suis proposé d'imiter
Cet atlas, homme si excellent en érudition, humanité et sagesse, pour contempler comme d'une haute et sojette de l'esprit la cosmographie, autant que la vigueur et les forces me le permettront, si davantage je pourrais chercher diligemment quelque chose de la vérité et ce chose encore inconnue qui pourra te servir, il s'adresse au lecteur, te servir à l'étude de sagesse. Et comme le monde contient le nombre de toutes choses, voilà, les 6 mois de prison, et comme le monde contient le nombre de toutes choses, les espèces, l'ordre, l'harmonie, proportion, vertu et effet, ainsi, commençant de la création, je nombrerai toutes ces parties en tant que la raison méthodique le requiert, selon l'ordre de la création, je contemplerai physiquement à ce que les causes des choses soient connues, desquelles consiste la science de science-sagesse, laquelle dresse toutes choses à bonne fin, hors de sagesse-providence, hors de sagesse-providence, laquelle prépare un chemin facile, etc., etc. Alors, voilà, et il finit avec une récapitulation de la race de l'Atlas, c'est qu'il commence par le Soleil, par le Hélios, terrien, les grands-parents d'Atlas, l'Atlas lui-même, le premier Atlas et le second Atlas, là les choses deviennent encore plus compliquées, et ce qui est encore plus intéressant, il finit avec le petit-fils, il avait mentionné déjà dans sa préface, Mercure, dont on va parler aussi par la suite. Alors d'où vient tout d'un coup cet atlas astronome, cet atlas sage, prudent, cet atlas super-homme, si vous voulez, de Mercator. Et en cherchant, malheureusement, je n'ai pas trouvé aucune étude, et je crois que cette approche est assez empirique et assez hâtive. Sans doute, une étude beaucoup plus approfondie va donner bien plus de choses. Voilà, je vais vous présenter l'esquisse de ce que j'ai pu trouver dans les origines de cette imagerie, de cette imagerie de l'Atlas. Alors, les sources, si vous voulez, la plus ancienne, voilà, ça c'était pour l'édition. Mercator se réfère à Diodore de Sicile. C'est sa seule source déclarée. Et il dit c'est Diodore de Sicile, bibliothèque historique, vous voyez, on dit qu'il excellait Atlas dans l'astrologie et que ce fut lui qui présenta le monde par une sphère. C'est pour cette raison qu'on a prétendu qu'Atlas porte le monde sur ses épaules, cette fable faisant une allusion sensible à son invention. Et puis, c'est dans le livre 3, et dans le livre 4, en reconnaissance de ce service, Atlas donna à Hercule, dans les travaux d'Hercule, vous vous rappelez, il y a l'histoire où Hercule devait récupérer les pommes des Hespérides, et les pommes des Hespérides étaient gardées par les filles, par les Hespérides qui étaient filles de l'Atlas, et il a rencontré l'Atlas et il a convaincu de lui donner les pommes, et il a soutenu à la place de l'Atlas le cieux, pendant qu'Atlas allait chercher les pommes pour les lui donner. En reconnaissance de ces services, le service c'est autre chose, c'est le service dont il parle Diodore. Il a débarrassé des pirates cette région-là. Atlas donna à Hercule non seulement ce qu'il était venu chercher, les pommes, mais aussi il l'initia dans l'astronomie. Atlas avait bien approfondi cette science et il avait construit avec art une sphère céleste. C'est pourquoi on le supposait
portant le monde sur ses épaules, comme Hercule apporta le premier en Grèce la science de la sphère, enseignée par Atlas. Il en retira une grande gloire, c'est qu'il fit dire aux hommes, allégoriquement, qu'il avait reçu d'Atlas le fardeau du monde. Voilà, cette explication éphémériste de la mythologie faite par Diodore et toute une école historiographique antique. Dans le même livre, là où on a vu tout au début, voilà, le frontispice, et comme a dit Jean-Marc tout à l'heure, on ne sait pas si Mercator est responsable de tout ça, parce que ce n'est pas lui qui a édité finalement l'Atlas, c'est son fils Romualdus et les autres fils et les filles de toute la famille qui travaillaient de toute manière. De toute façon, tout le monde travaillait pour Mercator, et on ne sait pas qui est responsable de quoi dans cette affaire. On sait que cette frontispice-là qu'on voit sur nos écrans, elle n'apparaît que l'année d'après la mort de Mercator, quand le livre a été imprimé pour la première fois. En revanche, le deuxième frontispice, qui est celui qui introduit la partie géographique, après l'Hexaméron, l'histoire de la création renarrée par Mercator. Et là, c'est une narration assez platonicienne ou néoplatonicienne, avec des références à Platon direct dès le début. Le deuxième frontispice, c'est la seconde partie de l'Atlas, la géographie moderne. Et là, on a à peu près les mêmes images, mais avec d'autres personnages. Le même concept sont en jeu, si vous voulez, mais d'autres personnages sont mis en scène. On a le globe céleste en haut, le globe terrestre en bas, comme tout au début. Mais il n'y a pas le titan entre les deux, mais Ptolémée. Ici, on a Ptolémée, et ici, on a Marin de Tyr. Ils se sont indiqués par leur nom aux deux piliers du portail. Mercator est habillé à la forme des humanistes du Nord. Marin de Tyr est habillé à la forme de commerçant de Venise. Vous le voyez, c'est assez clair. C'est Marin qui tient la carte et c'est Ptolémée qui tient l'instrument scientifique, c'est un sextant, je crois. Il montre avec sa main gauche, où il tient l'instrument, la Terre céleste, et avec son autre main montre la Terre, le globe céleste, le globe terrestre, excusez-moi. Alors, il y a une identification, si vous voulez, entre Ptolémée et Atlas dans cette imagerie de deux frontispices de l'Atlas, voilà, du recueil des cartes de Mercator. Et cette gravure, cette image, elle était faite déjà par Mercator pour servir comme page de titre, comme frontispice à son propre édition de la géographie de Ptolémée. J'ai oublié de mettre cette image, mais on a même des exemplaires des exemplaires de l'Atlas où le frontispice n'est pas regravé, mais c'est le même, la vieille page de titre de la géographie de Ptolémée, avec le nouveau titre Atlantis Pars Altera collé sur les premières éditions, les plus anciennes éditions, ils ont collé le nouveau titre sur l'ancien. Alors ça, c'est fabriqué par Mercator sûrement. L'autre, on ne sait pas, on pense que c'est fort possible que ce soit Mercator aussi. Alors, en cherchant les origines de cette image de l'Atlas comme grand savant et grand astrologue, le premier qui a exploré les mathématiques secrètes
vous vous rappelez le texte de Mercator, le monde, l'univers contient le nombre. La première chose contenue par l'univers, c'est le nombre, les relations mathématiques qui ne sont pas une manière d'interpréter le monde, mais c'est un élément qui structure le monde, n'est-ce pas? C'est mathématique, c'est cette notion néo-pythagoricienne ou néo-platonicienne. Et je trouve que la plus ancienne image à ma connaissance et à la connaissance de la bibliographie que je consultais, c'est dans des manuscrits du XIIe siècle du dialogue entre Nemrod et Joaton sur l'astronomie. Même si dans le livre aucune mention de l'Atlas n'est faite, on a des illustrations, dans 3 exemplaires au moins, on a des illustrations où on voit Atlas soulever le ciel étoilé, le ciel étoilé, et on a Nimrod soulever les sphères célestes. Et ça, dans ce manuscrit-là, je crois, de la Bibliothèque apostolique, il y a l'addition de ce passage, de ces fragments d'Augustin, qui est l'autre source. Après, Diodore n'est pas encore connu en Occident, c'est au XIIe siècle. Et c'est le passage de... Voilà, une autre copie. Là, on a l'Atlas avec les étoiles. Atlas avec les étoiles. Il n'y a pas de Nimrod, mais encore une fois, la même citation, le même extrait de les sphères et la structure de l'univers et étoiles. Et si vous vous rappelez, dans l'histoire des sphères, la zone des étoiles était la Terre est ici, et la zone des étoiles est celle-ci, et le reste, c'est autre chose. Alors, Atlas, c'est lui qui a exploré le mécanisme céleste de la zone des étoiles, de cette zone-là précise, n'est-ce pas? Alors, dans cette autre illustration, dans cet autre manuscrit, il est quelque part en Allemagne, je ne l'ai pas marqué, je ne veux pas perdre du temps maintenant en cherchant où se situe plus tard, si vous voulez. Les sphères sont sans porteur et les étoiles, c'est Atlas. C'est aussi XIIIe siècle. Il y a Pline et il y a Augustin. Pline, déjà, du reste, les corps célestes sont d'une nature éternelle. Ils forment les tissus du monde et sont engagés dans ce tissu. L'influence s'en fait sentir puissamment sur la Terre. Longtemps auparavant, la sphère elle-même avait été trouvée par Atlas. Maintenant, les corps même, et pour continuer. Voilà. Alors, il y a déjà une mention de Pline sur cette fonction, si vous voulez, de l'Atlas. Il avait trouvé la sphère. Alors ça, c'est ouvert à plusieurs interprétations possibles. On a Saint-Augustin qui parle quand il parle des grands savants de la période avant la venue du christianisme, il parle de Prométhée, et après il dit son frère, Atlas, fut donc un grand astrologue. C'est qui a donné lieu, excusez-moi, je ne sais pas si je vais mal copier ou si c'est une vieille version, lieu de dire qu'il portait le ciel sur ses épaules, quoiqu'il existe une autre montagne du nom d'Atlas, d'où ce conte a bien pu tirer son origine. En ces temps-là, beaucoup de fables commencèrent à avoir cours dans la Grèce, et sous le règne de Kékrops, le roi des Athéniens, la superstition des Grecs, etc., etc., etc. L'essentiel, c'est un peu plus bas. Alors vivait Mercure, petit-fils d'Atlas par Maïa, suivant le témoignage de presque tous les historiens. Il a appris aux hommes beaucoup d'art utile à la vie, ce qui fut cause qu'ils en firent un dieu après sa mort. C'est l'histoire que pourquoi les Grecs créaient des dieux et comment. Mais il y a déjà la classe astrologue, un grand astrologue, voilà, et son petit-fils Mercure, qui commence à être confondu, pas encore, mais quand même la confusion entre Mercure et Mercure Trismégeste ne va pas tarder. Petit-fils d'Atlas par Maïa. Voilà.
excusez-moi, j'ai tout en anglais, j'avais tout en anglais, mais je l'ai. Alors, beaucoup plus tard que les manuscrits du que le manuscrit de Nimrod, un siècle plus tard, on trouve, c'est Roger Bacon, Roger Bacon, les mêmes citations tirées d'Augustin. C'est Cuius Frater, son frère, comme dit Augustin, était Atlas, le grand astrologue, et il répète ce qu'on vient de lire chez Augustin. Mais il continue en disant que ce n'est pas sûr qu'Atlas est l'inventeur de l'astrologie ou le premier à avoir découvert plutôt ces mathématiques secrètes des étoiles, parce que d'autres disent que Noé et Abraham étaient des astronomes experts, et Joseph, il cite, pour soutenir cette idée que Noé et Abraham étaient les premiers astrologues, Joséphus et Isidore et Clem d'Alexandrie. Et après, il reprend la relation familiale entre Atlas et Mercure et Trismégeste. Là, chez Bacon, Atlas et les sciences occultes commencent à être liés. Il était le grand-père de l'Hermès Trismégeste. Un peu plus tard, dans le Liber Introductorius de Michael Scotus, un grand astrologue aussi, on a une image analogue d'Atlas qui ne soutient plus les cieux, mais l'interprétation mathématique de cette sphère, de la sphère des étoiles. Et on a une image aussi qui est assez complexe. Là, c'est pas du tout mon domaine. C'est un étrange objet qui se trouve au Getty. Et on a Hermès et Ptolémée et une figure qui survole, on ne sait pas ce que c'est. Qui est-ce, la figure d'en haut? Le musée Getty prétend que c'est de l'Antiquité tardive. Je ne serais pas surpris du tout si c'était 15e ou même 16e siècle, parce que c'est très lié à toutes ces discussions sur les liens entre Atlas, Hermès, l'astronomie et les sciences et l'étude des mathématiques. En cas est plus près de toutes ces choses-là, elle peut commenter. C'est un objet bizarre quand même. Hein. Alors, on a le grand astrologue. Ça, c'est une tradition qui vient d'Augustin et qui vient aussi de Pline, mais surtout d'Augustin, et après vérifiée par Diodore de Sicile. Et c'est une tradition qui court dans les néoplatoniciens ou avant les néoplatoniciens, d'abord ceux qui continuent à lire. C'est la tradition, si vous voulez, d'Augustin. Et à partir du 13e, 14e siècle, les néoplatoniciens occidentaux et tous ces gens qui sont versés en astrologie. L'autre, si vous vous rappelez, pour ne pas répéter la phrase de Mercator sans arrêt, il y a cet homme parfait. D'abord, c'était la science, mais après, c'est un modèle. Vous voyez, c'est pour revenir. Mercator. Pardon? Homme si excellent en érudition, humanité, sagesse, vous voyez, c'est pas seulement celui qui a contemplé, compris les mathématiques universelles, mais
l'érudition, la sagesse et le reste. Le côté moral, si vous voulez, de la personnalité d'Atlas, ça vient sans doute, c'est lié à son instruction de l'astrologie, des sciences des étoiles, mettons, à Hercule. Et on voit déjà au 1er, 14e siècle, une illustration où on a le jeune Hercule portant les cieux, c'est les cieux, le jeune Hercule sûrement, parce que vous voyez, c'est la peau de lion, et tenant un sextant. On a une décoration au Palazzo Paradiso de Ferrare, et cette moralisation, si vous voulez, d'Hercule, versé dans les sciences astrologiques par l'enseignement d'Atlas, on le retrouve dans les textes de Pétrarque et de Salutati après lui. Je trouvais des traductions de Pétrarque en anglais. J'ai écrit le texte en anglais pour le volume de Jean-Marc parce que tout était permis. Il y avait d'autres textes en anglais. Alors, je ne traduis pas en français. Hercules is therefore himself a most renowned philosopher. Déjà pour Pétrarque, Hercule est un philosophe as something and an incomparable warrior, mightier than the rest of the humans, as some others think, combining both in one man, as testified by many instances, joining the brilliance of intellect to the surpassing martial valor. The innate sagacity of this man was so great that he held the heavens on his shoulders, so that the knowledge of the heavenly things was bestowed upon him by Atlas, a great expert in these matters, as it is said. Déjà, chez Pétrarque, dans les vies des hommes illustres, le dernier chapitre, la dernière vie non terminée même complètement, c'est dédié à Hercule. Il est présent comme un grand philosophe et en même temps un grand guerrier. Déjà, on commence à s'approcher à cet idéal du guerrier philosophe de l'humanisme. Et il avait une sagacité innée qui lui a permis de soulever les cieux sur ses épaules. Et de cette manière-là, le savoir, la science des choses célestes a passé en lui par Atlas, le grand spécialiste dans ces affaires. De même, un texte, c'est plus clair comme composition. Salutati, c'est plus compliqué. Hercules, however, a man of the most consummate perfection. Là, on est à la perfection. Hein, who went over the real walls of the garden of the Hesperides. Je vous lis d'abord et après on interprète. That is, by marking out the situation of the stars as far as possible. He also defeated the dragon, either by putting it to sleep or killing it. That is, he discovered the guiding principle of time. Thus, coming to the model and the knowledge of the stars, he seizes the apples of Juno or of Atlas, since he is believed to have learned astronomy in those parts from Atlas, and to have first brought this very science into Greece. Alors là, ça devient compliqué parce qu'il apprend, à la fin, vous voyez, il apprend l'astronomie par l'Atlas, mais quand même, il la connaît déjà pour pouvoir franchir la barrière, pour calculer les temps et pour pouvoir voler le pomme de sagesse. Avec Salutati, c'est compliqué, mais quand même, on est dans la même ambiance de cet homme plus que parfait, c'est de la perfection consumée, et qui arrive à maîtriser le temps. La science des étoiles, ça sert à ça, à franchir à travers cette connaissance-là toutes les barrières, et de récupérer le savoir caché, de récupérer le savoir universel. Voilà. On a aussi l'histoire d'Ovide qui entre en jeu
avec Atlas. C'est une autre légende. Là, c'est un Atlas qui n'est pas très amical. C'est l'Atlas qui est en compétition, qui réagit à l'héros, et l'héros lui montre la tête coupée de la méduse, et comme ça, il le transforme en montagne. Là, on a toute une tradition de textes qui n'ont pas joué un rôle assez important pour l'image de l'Atlas telle qu'elle arrive finalement chez Mercator, mais quand même par cette lecture moralisée de l'Ovide et la pression parallèle de la tradition inaugurée par Pétrarque et Salutati, on a une sorte, petit à petit, la création d'une forme d'atlas paternel et assez une sorte de dieu ou de pré-dieu et on a des illustrations de ce genre aussi, Atlas avec les étoiles et la tête de Méduse. C'est assez compliqué. Emmanuel, tu dois connaître j'ai oublié de mettre de quel manuscrit on parle. Je crois que c'est fin du 11e. On va le revoir. Voilà. Et voilà, dans des éditions d'Ovide moralisé, on finit par avoir une figure divine, sinon divine, au moins patriarcale de la classe. Alors, une autre chose un autre objet qui est assez curieux et qui m'a beaucoup aidé à trouver une autre clé pour la lecture de l'Atlas, c'est cette tapisserie qui a été soit du nord de la France, soit de Flandre, plutôt Flandre, et qui a été fabriquée à la fin du XVe siècle, dans les années 90. Déjà, elle est répertoriée à 1500, elle décorait la cathédrale de Tolède, et maintenant elle fait partie de la collection de tapis de Tolède, de la ville de Tolède. Alors, c'est on a l'univers, les cieux au centre, vous voyez. Avec toutes les constellations et les étoiles. On a Atlas ici il écrit Atlas. Atlas, le roi de Mauritanie, qui tourne avec ses mains. C'est la machine du monde. Et qui aide plutôt à tourner cette machine, parce que c'est lui qui tourne la machine, c'est cette forme angélique, vous voyez, avec cet instrument dont je ne connais pas le nom en français, comment on appelle ça, je ne sais pas, c'est comme les vieilles voitures. Et une forme angélique qui est une émanation de la divinité, et l'agilité du monde qui aide aussi avec sa main. Alors l'agilité du monde et Atlas aide cette forme angélique de tourner le monde. Et de l'autre côté, et ça m'a beaucoup aidé, on a la philosophie, on a les sciences, on a tout cette très habituelle imagerie de sciences et du savoir de la fin du Moyen-Âge, même avant, et la forme de poète est Virgile. Reste debout, et les trois inscriptions, une de ces trois inscriptions parle de Virgile. Alors, c'est le primus mobili. Le primus mobili aristotélicien, la force qui fait bouger l'univers avec cette forme angélique et l'Atlas d'un côté, et de l'autre côté les sciences et Virgile. Alors c'est ce Virgile m'a fait chercher dans cette direction-là. J'ai trouvé trois citations. C'est Maximus Atlas, Axem Umero Torquet,
Torquetstelis ardentibus aptum, c'est l'immense atlas qui tient sur les épaules l'axe du monde. Alors, vous voyez, il y a un axe du monde, mais pas sur ses épaules, évidemment. Il fait partie de ces forces secrètes, maintenant. Et les autres, c'est les sciences de l'autre côté, l'effort de comprendre sur ses épaules. Et au vide pareil, Atlas in ipse laborat suis humeris cadentam. C'est à peu près la même image, n'est-ce pas? C'est l'axe sur les épaules. Et on a dans l'Énéide, pardon pour l'anglais, je n'avais pas le temps de trouver les traductions correctes ou belles françaises. Dans l'Énéide, le dîner, c'est la réception offerte de Dido à Énée. Il y a le troubadour, le chanteur, Long-haired Diopas, whom mighty Atlas once taught. Un autre élève, donc, à part Hercule d'Atlas, makes the whole ring with his golden lyre. He sings of the wandering moon and the sun's toys, whence sprang man and beast, whence rain and fire, of Arcturus, the rainy Hyades, and the twin bears. Why within suns make such haste to deep in ocean, or what delay stays the slowly passing nights? Alors, c'est un poème cosmologique, donc. C'est un poème sur la machine du monde, d'une certaine manière, mais de la création aussi, n'est-ce pas? Et pourquoi toutes ces choses se produisent? Pourquoi l'homme est créé? Comment les bêtes sont créées? D'où vient la pluie? D'où vient le feu? D'où les étoiles? Voilà, vous voyez, une explication du monde. Et c'est un chanteur, un barde, un troubadour, élève de l'Atlas, n'est-ce pas? Alors on a, d'un côté, on a l'Atlas qui tient la sagesse universelle, d'une part, et de l'autre part, on a cette sagesse qui se fixe, qui se fige, si vous voulez, sous la fontaine. Voilà. Et comme ça, on peut interpréter aussi pourquoi c'est ce dessin très beau de Francesco di Giorgio Martini, fin du XVe siècle aussi, a été finalement nommé Atlas. C'est Saxe. Il faut surtout mentionner les études de Saxe et de Lippincott. C'est maître et élève. C'est les grands chercheurs de l'imagerie astrologique qui ont travaillé, qui travaillent encore au Lippincott, qui ont pendant 50-60 ans à Warburg Institute à Londres, et ils ont fait une banque de données aussi sur toutes les images relatives. Et là, je trouvais aussi beaucoup de matériel. Et c'est Saxe qui a décidé de nommer ce dessin Atlas. Ce qui est intéressant, c'est que l'Atlas, si c'est un Atlas, je crois que c'est un Atlas, il fait tourner, comme sur la tapisserie de Tolède, hein, il fait tourner les cieux, les étoiles, mais peut-être aussi il fait tourner la Terre. Hein. Vous voyez, le mouvement, le dessin implique un mouvement perpétuel. Alors ça peut être l'Atlas, il est bien placé pour être un Atlas, mais il peut être aussi le premier moteur. Et le premier moteur, c'est un sujet qui préoccupe. Voilà, je crois que j'ai un premier moteur ici. Pardon, voilà un premier moteur très beau. Raphaël, pour le Vatican. C'est un premier moteur qui a les mêmes éléments que le dessin de tout à l'heure. Vous voyez, ça tout tourne. Et juste pour la curiosité, les constellations sont posées
pour marquer l'horoscope, l'heure et le moment de la naissance du pape. Jules, je crois, Jules, je ne me rappelle plus combien, était le pape au début début du 16e quand Raphaël a peint. Voilà. L'Atlas, en même temps, se diffuse partout. C'est une image qui a une très grande diffusion. Je pourrais vous présenter beaucoup d'images, mais je veux faire vite. Je n'ai pas, il y a des encriers, il y a des presse-papiers, il y a des bâtons même. Ça peut être, c'est les papes se sont servis de cette image comme pour montrer leur responsabilité universelle. Les empereurs, pareil, vous voyez ici, Philippe II, les Médicis, de Florence se sont servis systématiquement parce que Atlas est le tuteur, je vais. Pardon. Et d'autres atlas christianisés, Saint-Christophe avec le Christ Atlas, le Christ qui soutient maintenant, et Saint-Christophe aussi soutient le globe. Vous voyez, on a une diffusion assez grande de l'imagerie de l'Atlas. Comment ça devient maintenant cosmographique et comment ça entre dans le domaine de la géographie? Je crois que ça entre, l'image la plus ancienne que je trouve, c'est 1503, Gregor Reich, Margarita Philosophica, où on a l'image de l'Atlas comme axe universel. Il est dessiné comme Virgile le décrit. Et dans le texte aussi, Gregor Reich parle du poète. Il se réfère comme dit le poète. Il tient et il fait bouger l'ensemble, il fait tourner l'univers. C'est une sorte, si vous voulez, de mesure humaine de l'univers, parce que c'est une forme de Jésus-Christ aussi qui est devant les sphères, mais en même temps, la tradition antique avec l'axe du monde de Virgile et d'Ovide. Et pour continuer en vitesse, pour laisser 5 minutes en discussion, ça continue avec, dans les années 30, avec un élève de Reich, Johannes Schöner, où on a le roi antique soutenir l'univers, avec la Terre évidemment au centre. Alors la contradiction commence, et dans le même texte, c'est le détail du centre, et la très très belle gravure de William Cunningham de Cosmographical Glass 59, où il cite Virgile. Voilà, il cite la scène du festin, et il censure un peu. Il parle de Iopas et de la création du champ atlantique de la création du monde, mais en le censurant un tout petit peu. Voilà. Et on finit par... Et ça, c'est ce qui se produit, c'est que tout d'un coup, on a des images de l'Atlas qui ne soutient plus l'univers, mais seulement la Terre. On a deux images de la fin du 16e. L'une, Jean-Marc nous l'a montré tout à l'heure, c'est au sommet de Tavo, le modèle de l'Atlas factice de la Frérie, de Nolly dans ce cas-là, de la fin du 16e. Et, excusez-moi pour la reproduction, je n'ai pas pu trouver meilleur, c'est un ami d'Abraham Ortelius qui dessine un atlas terrifère, terrasse, vous voyez. Si l'autre atlas est cellifère, on peut appeler celui-là terrifère ou terraéfère. Pour l'album Amicorum d'Abraham Ortelius. Je pense que pour expliquer cette dernière transformation de l'Atlas, c'est la crise du concept géocentrique, du modèle géocentrique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Que si on veut garder toute la tradition et enlever seulement le côté géocentrique, on enlève le reste des sphères et il n'y a que l'Atlas qui soutient la Terre. Voilà, c'est cette abstraction-là.
il garde toute cette théorie pythagoricienne et platonicienne de la cohérence mathématique de l'univers, en gardant l'image d'un atlas qui soutient la Terre, mais cette Terre n'est plus au centre de l'univers. On passe par là, à une sorte d'aberration. C'est déjà Aristote, dans l'Antiquité, il avait critiqué cette notion de l'Atlas soutenant l'univers en disant c'est pas possible, ni qu'il le soutienne, ni qu'il soit l'axe, parce qu'il se tient sur la Terre. Alors il faut oublier cette légende, elle n'est pas très pratique. Pour expliquer les choses, mais finalement au XVIe siècle, s'est produit, c'est qu'Aristote critiquait comme possibilité dans l'Antiquité, un atlas qui se tient sur la Terre et qui tient en même temps la Terre. Voilà. Alors je crois que j'ai... Voilà.